Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines technologies transforment le monde, tandis que d'autres, tout aussi ambitieuses, disparaissent sans laisser de traces? Pour chaque iPhone qui révolutionne nos vies, combien de Microsoft Zune sont tombés dans l'oubli? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'histoire pour explorer les 20 échecs les plus retentissants du monde de la technologie. Ce ne sont pas de simples récits de fiascos, ce sont des leçons précieuses sur la manière dont l'arrogance, un mauvais timing ou le mépris des utilisateurs peuvent anéantir même les projets les plus prometteurs. Préparez-vous à être surpris, car certains de ces flops proviennent d'entreprises que vous connaissez et admirez. Le monde de la tech ne se résume pas qu'à des success stories comme Apple ou Google. Derrière chaque avancée majeure se cachent des centaines, si ce n'est des milliers, d'expériences ratées et de produits qui n'ont jamais vu le jour ou qui ont lamentablement échoué. Souvent, un échec n'est pas une fin, mais une étape cruciale sur le chemin de l'innovation. Mais parfois, c'est juste un gouffre financier, un fiasco colossal qui a englouti des millions de dollars et est entré dans la légende. Et c'est précisément de ces histoires que nous allons parler aujourd'hui. Alors, commençons notre voyage à travers le cimetière des gadgets par l'un des noms les plus emblématiques, les Google Glass. Plus qu'un simple produit, c'était une véritable promesse d'utopie technologique qui nous était annoncée comme une réalité tangible, ici et maintenant. Imaginez un monde où vous n'auriez plus besoin de sortir votre smartphone. Toutes les informations, du GPS au message, seraient projetées sur un minuscule écran directement devant votre œil. Vous pouviez prendre des photos d'un simple clin d'œil ou par commande vocale. Cela sonnait comme un scénario de science-fiction et Google a investi des sommes colossales pour nous persuader que l'avenir était déjà là. Mais la réalité s'est avérée bien plus prosaïque et même hostile. Le problème majeur, celui que personne n'avait anticipé, n'était pas technique, mais social. Les gens redoutaient paniquement la captation vidéo constante et discrète. Vous êtes assis dans un café et la personne en face de vous pouvait potentiellement vous filmer sans que vous le sachiez. Cela a engendré une vague de méfiance et d'inquiétude. Des interdictions d'utiliser les glaces ont vu le jour dans les lieux publics et leurs propriétaires ont été affublés du surnom peu élogieux de glass holes. Ajoutez à cela un look étrange qui donnait à l'utilisateur des airs de cyborg et un prix exorbitant de 1500 $. Au final, les Google Glass n'ont jamais pu répondre à la question essentielle. À quoi servait-elle réellement à l'utilisateur ordinaire? C'était un concept d'ingénierie brillant qui a malheureusement et complètement ignoré les usages et les interactions humaines. Passons à la musique maintenant. Au milieu des années 2000, un seul gadget régnait en maître sur le monde, l'Apple iPod. Il était absolument partout. En 2006, le géant Microsoft a décidé de prendre lui aussi une part de ce gâteau. C'est ainsi que le Microsoft Zune a vu le jour. Et devinez quoi, ce n'était pas un mauvais lecteur, loin de là. Il était doté d'un grand écran de qualité, d'un tuner radio FM intégré et même du Wi-Fi qui permettait de partager des chansons avec d'autres propriétaires de Zune. Son service d'abonnement, le Zune Pass, était en quelque sorte l'ancêtre de Spotify. Alors, pourquoi a-t-il échoué si lamentablement? La raison est simple, il est arrivé trop tard. Au moment de sa sortie, l'iPod n'était plus un simple lecteur, mais un écosystème à part entière. Les gens avaient des milliers de chansons sur iTunes, une multitude d'accessoires, et ils étaient habitués à la molette blanche, le fameux click wheel. Le Zune, lui, proposait de tout recommencer à zéro. Son logiciel pour ordinateur était lourd et son marketing franchement étrange et ridicule. La première version ressemblait à une brique marron. Au final, le Zune est resté l'éternel second rôle, la risée de tous et le symbole de la façon dont même une corporation aussi puissante que Microsoft peut connaître un fiasco retentissant si elle tente simplement de rattraper un train déjà parti. Quittons un instant le monde virtuel pour nous plonger dans le concret. Vous souvenez-vous de l'effervescence autour du Segway au début des années 2000? L'inventeur Dean Kamen et des investisseurs de renom comme Steve Jobs et Jeff Bezos ne nous promettaient pas un simple gadget, mais une véritable révolution des transports. Les rumeurs allaient bon train. Cette invention était censée transformer le visage de nos villes, rendant les automobiles obsolètes.
L'intrigue a été savamment orchestrée pendant des mois. Le monde entier retenait son souffle, s'attendant à un miracle. Et puis, le rideau s'est levé, révélant au monde une plateforme autostabilisatrice à 2 roues. La technologie était, certes, impressionnante. L'appareil se contrôlait par de simples inclinaisons du corps et semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais une fois l'euphorie initiale passée, les questions pratiques n'ont pas tardé à émerger. Premièrement, son prix de 5 000 $ était tout bonnement exorbitant. Deuxièmement, sa place dans l'espace public posait un véritable dilemme. Trop encombrant et rapide pour les trottoirs, il était en revanche trop lent et vulnérable sur la route. Au final, loin de devenir un mode de transport personnel universel, le Segway a trouvé sa niche, bien modeste. Il est devenu le fidèle compagnon des agents de sécurité dans les centres commerciaux et une attraction amusante pour les touristes. Ce fut un exploit d'ingénierie brillant, mais qui s'est avéré totalement déconnecté des besoins réels et de l'infrastructure de nos villes. Et maintenant, plongeons dans le passé, à l'ère des téléviseurs géants et des cassettes vidéo. Ce fut une véritable bataille de géants, une guerre des formats dont le Betamax de Sony fut le grand vaincu. Si l'on avait interrogé n'importe quel ingénieur de l'époque, il aurait affirmé que le Betamax était supérieur. Et il aurait eu raison, la qualité d'image des cassettes Betamax était nettement plus nette et plus stable que celle de son principal concurrent, le format VHS. Les cassettes elles-mêmes étaient plus compactes et plus pratiques. La victoire semblait acquise pour Sony. Alors, où est-ce qu'ils se sont trompés? Tout s'est joué sur des détails qui se sont avérés cruciaux pour le consommateur lambda. Le premier écueil, la durée d'enregistrement. Les premières cassettes Betamax n'offraient qu'1 heure de vidéo, tandis que les cassettes VHS, dès leur lancement, proposaient 2 puis 4 heures. Pour une famille souhaitant enregistrer un long métrage à la télévision, le choix était vite fait. Mais le véritable coup de grâce pour le Betamax fut sa stratégie commerciale. Sony protégeait jalousement sa technologie. JVC, le créateur du VHS, a fait preuve de plus d'intelligence. Elle a accordé des licences à tous les fabricants intéressés. En conséquence, le marché fut inondé de dizaines de lecteurs VHS plus abordables, proposés par différentes marques, et les vidéoclubs misèrent majoritairement sur ce format. Le Betamax, malgré sa supériorité technique, a simplement été submergé par le nombre. C'est une leçon intemporelle. Le meilleur produit n'est pas toujours celui qui gagne. Quitte Apple, c'est aujourd'hui synonyme de succès. iPhone, iPad, MacBook. Pourtant, bien avant ses triomphes, au début des années 90, la marque à la pomme a commis une erreur coûteuse et retentissante. Son nom, l'Apple Newton. C'était l'un des tout premiers assistants numériques personnels, ou PDA, au monde. En fait, le terme lui-même aurait été inventé par Apple. Le Newton était censé devenir votre secrétaire personnel de poche, un appareil destiné à remplacer bloc-notes et organiseur. Sa principale innovation, et en même temps son talon d'Achille, était la reconnaissance de l'écriture manuscrite. On écrivait avec un stylet spécial sur l'écran, et l'appareil était censé transformer, comme par magie, vos gribouillis en texte imprimé. Sur le papier, c'était une véritable révolution, mais en pratique, cette fonction magique est vite devenue la risée de tous. Elle fonctionnait si mal et de manière si imprévisible qu'elle a même fait l'objet de gags dans la série animée Les Simpsons. Ajoutez à cela un prix exorbitant, une taille encombrante et une autonomie de batterie ridicule, et vous obtenez la recette d'un fiasco total. Au final, le Newton a servi de leçon, une idée géniale, trop en avance sur son temps et vouée à l'échec si la technologie n'est pas encore mature. Mais c'est précisément sur les cendres de ce projet qu'Apple bâtira, bien plus tard, son empire mobile. Ah, la réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'Oculus Quest et le HTC Vive font partie intégrante de l'univers du jeu vidéo. Mais imaginez un peu, nous sommes en 1995. Nintendo, le géant incontesté du marché, décide de se lancer dans une aventure inédite, commercialiser la première console de réalité virtuelle destinée au grand public. Ambitieux, n'est-ce pas? C'est ainsi que le Virtual Boy vit le jour. Et ce fut un échec retentissant. Loin des casques immersifs actuels,
le Virtual Boy se présentait comme une sorte de binoculaire imposant monté sur un support. Il fallait y regarder en penchant la tête à un angle plutôt inconfortable, mais le plus gros problème se cachait à l'intérieur. Pour des raisons d'économie, Nintendo avait fait le choix d'abandonner les écrans couleurs. Toutes les images étaient affichées dans des teintes angoissantes de rouge et de noir. Non seulement le rendu était visuellement pauvre, mais cela provoquait chez les joueurs de fortes fatigues oculaires, des vertiges et même des nausées. Nintendo a même dû apposer sur la boîte un avertissement concernant les risques potentiels pour la santé. Les gens achetèrent la console, tentaient d'y jouer une trentaine de minutes, puis la retournaient au magasin, souvent avec un bon mal de crâne. En fin de compte, le Virtual Boy fut retiré du marché moins d'1 an après sa sortie, devenant ainsi l'un des plus grands fiascos de l'histoire de cette entreprise légendaire. Ce fut une tentative audacieuse de se projeter dans le futur, qui se solda par une chute des plus douloureuses. Et voici une histoire qui illustre parfaitement la folie des start-up de la Silicon Valley. Imaginez Juicero, un extracteur de jus, mais pas n'importe lequel, un modèle intelligent. Il se connectait au Wi-Fi, coûtait la bagatelle de 400 $ et se présentait comme un véritable objet design. Cet extracteur ne fonctionnait pas avec des fruits ou légumes frais classiques. Non, il fallait acheter des sachets spéciaux contenant des fruits et légumes déjà coupés et mélangés. Vous insériez le sachet, appuyez sur un bouton, et la machine, avec une force incroyable, comparable à celle nécessaire pour soulever 2 voitures Tesla, extrayait le jus du sachet. Ça vous semble absurde? Pourtant, des investisseurs, y compris Google, ont misé plus de 120 millions de $ dans cette start-up. Ils croyaient fermement au concept de l'Internet des objets, IoT, appliqué à votre cuisine. Et tout se serait déroulé sans accroc si un jour des journalistes de Bloomberg n'avaient pas mené une simple expérience. Ils ont pris l'un de ces coûteux sachets et ont simplement pressé le jus à la main. Il s'est avéré que l'on pouvait extraire le jus du sachet encore plus vite et plus facilement qu'avec la machine intelligente à 400 $. L'ensemble du concept Juicero n'était en fait qu'une gigantesque, coûteuse et totalement inutile presse à sachet. Quand cette nouvelle a fait le tour d'Internet, la start-up est devenue la risée de tous et a rapidement mis la clé sous la porte. C'est l'exemple parfait de la façon dont la technologie peut chercher à résoudre un problème qui en réalité n'existe pas. Même les entreprises les plus prospères du monde ne sont pas à l'abri de l'échec. L'Amazon Fire Phone en est un exemple frappant. En 2014, Amazon était au sommet de sa puissance, leader incontesté du commerce en ligne, pionnier des services cloud et maître des liseuses Kindle. Il semblait donc logique que l'entreprise se lance dans la conception de son propre smartphone, capable de rivaliser avec l'iPhone et les appareils Android. Jeff Bezos en personne supervisait le développement, et Amazon y a investi des ressources colossales. La caractéristique phare de ce téléphone devait être la technologie Dynamic Perspective. Grâce à 4 caméras frontales, le Fire Phone suivait les mouvements de la tête de l'utilisateur pour créer un effet d'image tridimensionnelle sur l'écran. Lors des présentations, cela ressemblait à de la magie. Mais dans la réalité, cette fonctionnalité s'est avérée être un gadget absolument inutile, qui, de surcroît, vidait rapidement la batterie. Mais ce n'était pas le plus gros problème. Le téléphone tout entier était conçu comme une vitrine pour les services d'Amazon. Envie d'acheter quelque chose? Une touche Firefly reconnaissait n'importe quel produit et proposait instantanément de l'acheter sur Amazon. Au final, les utilisateurs ont eu le sentiment de ne pas avoir acheté un smartphone, mais plutôt un dépliant publicitaire très cher. Les ventes furent catastrophiques. Amazon a dû passer par pertes et profits 170 millions de $ et le Fire Phone a discrètement disparu, laissant à l'entreprise une douloureuse leçon. Ne jamais faire passer ses intérêts commerciaux avant les besoins de l'utilisateur. On a déjà évoqué la guerre entre Betamax et VHS, mais l'histoire aime se répéter. Au milieu des années 2000, le monde de la technologie s'est de nouveau scindé en 2 camps. Cette fois, la bataille faisait rage pour déterminer quel format de disque haute définition allait remplacer nos bons vieux DVD. D'un côté, on trouvait le format HD DVD, soutenu par des géants comme Toshiba, Microsoft et plusieurs grands studios hollywoodiens.
de l'autre le format Blu-ray, porté par Sony, mais aussi Panasonic, Philips et d'autres entreprises. Au début, les forces étaient à peu près égales. Le HD-DVD était légèrement moins cher à produire, ce qui lui conférait un certain avantage. De nombreux experts lui prédisaient même la victoire. Mais le Blu-ray avait un atout redoutable dans sa manche. Et cet atout, c'était la console de jeu PlayStation 3. Sony a pris une décision stratégique géniale, équiper chaque console vendue d'un lecteur Blu-ray, tandis que Microsoft, elle, vendait le lecteur HD-DVD pour sa Xbox 360 comme un accessoire séparé et facultatif. Au final, des millions de joueurs, en achetant une PlayStation 3, devenaient automatiquement propriétaires d'un lecteur Blu-ray. Cela a créé une base d'utilisateurs gigantesque qui a fait pencher la balance. Les studios de cinéma ont commencé, les uns après les autres, à abandonner le support du HD-DVD et en 2008, Toshiba a officiellement reconnu sa défaite. Ce fut un exemple frappant de la manière dont un coup de maître dans une industrie connexe peut décider de l'issue d'une guerre technologique entière. Après avoir abordé le matériel, penchons-nous à présent sur le logiciel. Si vous interrogez un utilisateur Windows expérimenté sur la pire version de l'OS jamais sortie, la majorité vous répondra sans hésiter – Windows Vista. Lancée en 2007, elle devait succéder à l'incroyablement populaire et stable Windows XP. Les attentes étaient gigantesques. Microsoft nous promettait un design révolutionnaire, une sécurité inédite et des performances époustouflantes. Mais qu'avons-nous obtenu en réalité? Un véritable monstre dévoreur de ressources. Vista était si gourmande que la plupart des ordinateurs de l'époque ne pouvaient tout simplement pas fonctionner correctement. Elle ralentissait, buguait et plantait constamment. La nouvelle interface semi-transparente Aero était esthétique, mais exigeait une carte graphique puissante que beaucoup d'utilisateurs ne possédaient tout simplement pas. Mais la principale torture fut le nouveau système de sécurité baptisé User Account Control, UAC. Chaque action, même la plus anodine, installer un programme, modifier des paramètres, déclenchait une fenêtre pop-up intrusive vous demandant « Êtes-vous sûr ?» C'était à rendre fou. En conséquence, des millions d'utilisateurs ont soit refusé de migrer depuis XP, soit, après l'achat d'un nouvel ordinateur sous Vista, ont tenté de revenir à leur ancienne version. Vista fut un tel fiasco que Microsoft fut contraint de lancer en urgence Windows 7, qui était, à la base, la même Vista, mais débarrassée de tous ses défauts. Ah, les réseaux sociaux, un véritable champ de bataille, jonché des vestiges de ceux qui ont osé défier Facebook. Et la plus grande victime sur ce champ de bataille fut sans doute Google+, lancé en 2011. Google avait pourtant tout pour réussir. Des milliards d'utilisateurs sur Gmail, YouTube, la recherche Google, des ressources financières et d'ingénierie colossales. On aurait pu croire qu'ils allaient enfin créer un concurrent digne de ce nom. L'idée en soi n'était pas mauvaise. Les cercles, par exemple, permettaient de diviser facilement ses amis en groupes, évitant ainsi de poster des photos de soirée pour sa grand-mère. Mais l'exécution laissait à désirer. Google était si désespéré de rattraper Facebook qu'il a agi de manière trop agressive. Ils ont commencé à créer de force des profils Google+ pour tous ceux qui utilisaient leur service. Vous vouliez laisser un commentaire sur YouTube? Pas de problème. Mais il fallait d'abord créer un compte Google+. Cela a provoqué une immense irritation. Mais le principal problème, c'est que le réseau social semblait vide et sans vie. Tous vos amis étaient déjà sur Facebook, et il n'y avait aucune raison valable de les attirer vers un nouvel espace méconnu et peu engageant. En fin de compte, Google+ s'est transformé en une véritable ville fantôme où les gens ne se rendaient que par erreur. Après plusieurs années de tentatives infructueuses pour ranimer le projet et une fuite de données majeure, Google a finalement admis sa défaite et l'a fermé pour les utilisateurs lambda. Ce fut une leçon claire. Même avec les plus grandes ressources financières et les technologies les plus avancées, on ne peut pas forcer les gens à sociabiliser là où ils n'en ont pas envie. Souvenons-nous d'un dinosaure qui régnait autrefois sur l'Internet. Dans les années 90 et au début des années 2000, pour des millions de personnes en Amérique et en Europe, Internet était synonyme d'AOL ou America Online. Ils étaient les véritables monarques de l'ère du modem.
Vous vous rappelez sûrement ce son si caractéristique de la connexion téléphonique. AOL offrait un service tout en un, accès au réseau, courrier électronique, salon de discussion, actualité. Ils ont distribué leurs CD d'installation par millions et leur célèbre phrase « You've got mail » est devenue une partie intégrante de la culture populaire. Mais tandis qu'AOL engrangeait des milliards avec un accès lent et facturé à l'heure, le monde changeait. L'ère de l'Internet haut débit, de la connexion rapide, était sur le point d'arriver. Et c'est là qu'AOL a commis une erreur fatale. Ils se sont cramponnés si fermement à leur ancien modèle économique, pourtant très lucratif, qu'ils ont complètement manqué la nouvelle révolution. Au lieu de devenir un leader de l'Internet rapide, ils ont continué à y voir une menace. Et leur fusion catastrophique avec le conglomérat médiatique Time Warner en l'an 2000, considérée comme l'une des pires transactions de l'histoire des affaires, a définitivement porté le coup de grâce à l'entreprise. Pendant que les concurrents déployaient la fibre optique, AOL est resté l'Internet en version CD. Lorsque les utilisateurs ont réalisé qu'ils pouvaient obtenir un accès au réseau plus rapide, moins cher et sans les logiciels intrusifs d'AOL, ils ont commencé à partir en masse. Le roi est mort sans jamais avoir réalisé que son royaume était devenu obsolète. Avant que Facebook ne devienne le maître incontesté des réseaux sociaux, le trône était occupé par un autre géant, MySpace. Pour toute une génération d'adolescents du milieu des années 2000, MySpace était un univers à part entière. C'était l'endroit où l'on pouvait se faire des amis, écouter la musique de ses groupes préférés et surtout s'exprimer pleinement. Chaque utilisateur avait la liberté de personnaliser entièrement sa page, choisir l'arrière-plan, les couleurs, les polices, et même ajouter une musique d'accueil qui se lançait automatiquement. Les pages étaient souvent chaotiques, bariolées et un peu kitsch, mais elles avaient le mérite d'être uniques et de refléter la personnalité de chacun. Mais alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Paradoxalement, cette liberté de personnalisation s'est retournée contre MySpace. Le site était surchargé de gifs lents et clignotants, de codes bricolés par les utilisateurs, le rendant lent, instable et difficile à naviguer. Deuxièmement, MySpace n'a pas réussi à gérer l'afflux massif de spam et de faux profils. Le coup de grâce cependant est venu de Facebook. Il a émergé comme l'exact opposé de MySpace, un design épuré, simple et standardisé, où toutes les pages se ressemblaient. Au début, cela pouvait sembler ennuyeux, mais il s'est avéré que la commodité et la rapidité l'emportaient sur la possibilité d'afficher des paillettes en arrière-plan. Pendant que MySpace, racheté par le géant médiatique News Corp, tentait de se transformer en un portail de divertissement généraliste, Facebook se concentrait sur ce qui comptait vraiment, la connexion entre personnes réelles. Les utilisateurs ont commencé à migrer en masse et en seulement quelques années, MySpace est passé du statut de roi des réseaux sociaux à celui de ville numérique fantôme et déserte. Remontons le temps jusqu'en 2020. Cette année-là, Quibi fait son apparition et s'inscrit rapidement comme l'un des échecs les plus ambitieux et les plus coûteux de l'histoire du streaming. L'idée de départ semblait intrigante, voire logique. Les gens regardent de plus en plus de vidéos sur leur smartphone, souvent en déplacement ou pendant de courtes pauses. Quibi proposait alors un contenu spécifiquement conçu pour cela, des séries et des émissions à gros budget, avec des stars et réalisateurs hollywoodiens, mais dont les épisodes ne duraient que 5 à 10 minutes. Sa particularité unique était la technologie Turnstile, permettant de regarder les vidéos en orientation horizontale ou verticale, l'image s'adaptant de manière fluide. Pour concrétiser cette vision, les fondateurs, les géants de l'industrie Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman ont réussi à attirer près de 2 milliards de dollars d'investissement. Mais dès son lancement, rien ne s'est passé comme prévu. Premièrement, le service a été lancé en plein cœur de la pandémie. Tout le monde était confiné à la maison et n'avait absolument pas besoin de contenu sur le pouce. Les gens préféraient regarder Netflix sur leur grand téléviseur. Deuxièmement, le contenu était cloisonné au sein d'une application payante. Impossible de faire une capture d'écran ou de partager un moment drôle sur les réseaux sociaux, ce qui annihilait toute possibilité de propagation virale. Mais surtout, il s'est avéré que les gens n'étaient tout simplement pas prêts à payer
pour de courtes vidéos, alors qu'ils avaient YouTube et TikTok gratuits et offrant un flux de contenu infini. Au final, malgré des investissements colossaux, Quibi a annoncé sa fermeture seulement 6 mois après son lancement. Ce fut un exemple classique d'un projet complètement déconnecté de la réalité et des besoins de son public. Les échecs technologiques ne se limitent pas toujours à de mauvais produits. Certains sont de véritables impostures, capables de briser des vies et de saper la confiance en l'innovation. L'exemple le plus frappant est, sans aucun doute, celui de Theranos. Sa fondatrice, Elizabeth Holmes, que l'on surnommait la Steve Jobs en jupe, promettait une véritable révolution médicale. Elle prétendait avoir mis au point un appareil unique, baptisé Edison, capable de réaliser des centaines d'analyses sanguines complexes à partir d'une seule goutte de sang, prélevée au bout du doigt. Cela tenait du miracle. Fini les piqûres douloureuses dans les veines, fini les longues attentes de résultats. Theranos a ainsi levé des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs influents, signé des partenariats avec de grandes chaînes de pharmacie, et Holmes, quant à elle, a fait la une des plus grands magazines. Mais il y avait un hic. La technologie ne fonctionnait tout simplement pas. L'appareil Edison n'était en réalité qu'une fiction. En fait, l'entreprise réalisait secrètement la plupart des analyses sur des équipements standards d'autres fabricants, diluant les minuscules échantillons afin d'obtenir le volume requis, ce qui menait à des résultats d'une imprécision catastrophique. Lorsque l'enquête du journaliste John Carreyrou a révélé l'étendue de cette supercherie, l'empire Theranos s'est effondré comme un château de cartes. Ce n'était pas la simple histoire d'une start-up en faillite, c'était l'histoire d'un mensonge qui a mis en péril la santé et la vie de véritables êtres humains. Revenons à l'époque où Internet commençait tout juste à s'inviter dans chaque foyer. C'était l'ère de la bulle Internet de la fin des années 90, une période d'investissement démesuré dans toute entreprise dont le nom contenait .com. Pets.com, un magasin en ligne devint le symbole, l'icône même de cette folie. L'idée était simple, vendre des articles pour animaux de compagnie, nourriture, jouets, accessoires, via Internet et les livrer directement à domicile. Pour se faire connaître, Pets.com dépensait des sommes folles en marketing. Leur égérie principale était une adorable marionnette chaussette en forme de chien, omniprésente, dans les publicités télévisées, les défilés et même pendant le Super Bowl. La société entra en bourse et, à son apogée, valait des centaines de millions de dollars. Mais derrière cette façade brillante se cachait un modèle économique catastrophique. Il vendait des sacs de croquettes lourds et encombrants à perte, car les frais de livraison dépassaient souvent le prix du produit lui-même. L'entreprise brûlait littéralement l'argent des investisseurs à chaque commande. Ils croyaient pouvoir d'abord conquérir le marché, puis trouver un moyen de devenir rentable. Mais le plus tard n'est jamais arrivé. Lorsque la bulle Internet a éclaté, les investisseurs ont cessé d'injecter des fonds dans des projets déficitaires. Pets.com fit faillite 9 mois seulement après son introduction en bourse, et leur marionnette chaussette est restée un triste symbole de cette époque où les ambitions grandioses primaient sur une saine logique économique. Microsoft a tenté de s'imposer sur le marché mobile à de multiples reprises, mais chacune de ces tentatives s'est soldée par un échec. La tentative la plus mémorable et sans doute la plus douloureuse fut celle de son système d'exploitation Windows Phone lancé en 2010. Et pourtant, il faut admettre que le produit en lui-même était excellent. Loin des icônes habituelles que l'on trouvait sur iPhone ou Android, Microsoft avait proposé une interface entièrement repensée, Metro, basée sur des tuiles. Ces tuiles dynamiques affichaient notifications et mises à jour en temps réel directement sur l'écran d'accueil. Le système fonctionnait avec une fluidité et une rapidité impressionnantes, même sur des appareils modestes. De nombreux critiques et les utilisateurs qui avaient osé franchir le pas étaient unanimes. Ils étaient séduits par sa fraîcheur et son originalité. Alors, pourquoi a-t-elle échoué ? La réponse tient en un mot, les applications. C'était le classique problème de l'œuf et de la poule. Les utilisateurs refusaient d'acquérir un téléphone dépourvu d'applications essentielles, comme Instagram, Snapchat ou les jeux les plus populaires. Quant aux développeurs, ils n'étaient
pas enclin à investir du temps et des ressources pour une plateforme ayant une base d'utilisateurs trop restreinte. Microsoft a bien tenté de briser ce cercle vicieux. Ils ont rémunéré des développeurs et mis à disposition des outils facilitant le portage d'applications existantes depuis d'autres plateformes. Nokia, leur partenaire principal, commercialisait d'excellents téléphones dotés des meilleures caméras du marché. Mais il était déjà trop tard. Les écosystèmes d'Apple et de Google étaient devenus si vastes et autosuffisants qu'il était désormais impossible de s'y frayer un chemin. Windows Phone est ainsi resté une magnifique idée, reléguée aux oubliettes de l'histoire, prouvant qu'à l'ère moderne, un bon produit ne suffit plus à lui seul. C'est l'écosystème qui prime. Si Windows Phone a connu une agonie longue et douloureuse, le Microsoft Kin, lui, a été un feu de paille, un éclair de supernova qui s'est consumé presque instantanément. Ce projet fut l'une des initiatives les plus étranges et incompréhensibles de Microsoft. En 2010, juste avant la sortie de Windows Phone 7, l'entreprise a subitement lancé 2 téléphones sous la marque Kin. Ils étaient destinés à un public très spécifique, les jeunes ultra-connectés, accros aux réseaux sociaux. Les téléphones, dotés d'un clavier QWERTY coulissant, étaient entièrement pensés pour les échanges sur Facebook, Twitter et MySpace. Ils ne proposaient ni boutique d'applications, ni jeux, ni même de calendrier. L'idée centrale était le Kin Studio, un service cloud qui sauvegardait automatiquement toutes vos photos, vidéos et messages. Le hic, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile exigeaient pour ces pseudo-smartphones le même forfait coûteux qu'un véritable iPhone ou Android. Résultat, les adolescents visés par le Kin ne pouvaient tout simplement pas se l'offrir, et ceux qui en avaient les moyens préféraient acheter un vrai smartphone avec des milliers d'applications. Les ventes furent si catastrophiques que Microsoft a retiré le Kin du marché 48 jours seulement après son lancement. C'est l'un des échecs les plus rapides et les plus honteux de l'histoire des appareils mobiles, et il aurait coûté à l'entreprise, selon les rumeurs, environ $1 milliard. Vous vous souvenez de Vine ? Bien avant que TikTok ne conquiert le monde, c'est Vine qui nous a offert le format des vidéos ultra courtes et en boucle, 6 secondes. C'était tout ce dont vous disposiez pour raconter une histoire, réaliser une prouesse ou faire rire des millions de personnes. Et cette contrainte a engendré une créativité incroyable. La plateforme a vu émerger de véritables stars, des Viners, qui sont devenus de véritables célébrités. Vine était un véritable phénomène culturel. Il nous a offert d'innombrables mèmes et expressions qui sont entrés dans le folklore d'Internet. Le service était si populaire que Twitter l'a racheté avant même son lancement officiel. Cela semblait être une union parfaite, des vidéos courtes pour une plateforme de messages brefs. Pourtant, Twitter n'a jamais su quoi faire de son acquisition. Alors que les stars de Vine accumulaient des millions d'abonnés, elles ne recevaient aucun soutien financier de la plateforme. Il n'y avait pas d'outils de monétisation, pas de programme de partenariat. Au même moment, des concurrents comme Instagram et YouTube ont commencé à attirer agressivement les créateurs populaires en leur offrant de l'argent réel. En conséquence, les créateurs de contenu ont commencé à partir. L'audience a suivi. En 2016, au choc et à la déception de millions d'utilisateurs, Twitter a annoncé la fermeture de Vine. Ce fut une histoire tragique, celle d'un trésor culturel possédé et gâché par manque de vision stratégique. Et pour clore notre liste, un fiasco qui fut, littéralement, explosif. En 2016, Samsung, le principal concurrent d'Apple sur le marché des smartphones, lance son nouveau fleuron, le Galaxy Note 7. Et à tous égards, c'était un téléphone presque parfait. Il arborait un magnifique écran incurvé, un processeur ultra puissant, le meilleur appareil photo de l'époque, une résistance à l'eau et, bien sûr, son stylet S Pen emblématique. Les premières critiques furent dithyrambiques. Les journalistes le qualifiaient du meilleur smartphone jamais créé. Il semblait que Samsung allait enfin pouvoir porter un coup fatal au nouvel iPhone. Mais très vite, des nouvelles inquiétantes ont commencé à affluer. Un à un, les téléphones des utilisateurs ont commencé à s'enflammer spontanément, voire à exploser. Des photos d'appareils calcinés ont inondé Internet. Le problème s'est avéré si grave
que les compagnies aériennes du monde entier ont interdit le transport du Note 7 à bord de leurs avions. Samsung a d'abord tenté de rappeler le premier lot et de le remplacer par des modèles sécurisés. Mais lorsque les nouveaux appareils de remplacement ont eux aussi commencé à brûler, il est devenu évident que le problème était bien plus profond. Il s'est avéré plus tard que, dans leur quête d'un boîtier toujours plus fin, les ingénieurs avaient laissé trop peu de place pour la batterie. En chauffant, celle-ci se dilatait, entraînant un court-circuit et l'explosion. Finalement, Samsung a été contraint d'arrêter complètement la production et de rappeler tous les Galaxy Note 7 vendus. Cet incident a coûté des milliards de dollars à l'entreprise et a porté un coup colossal à sa réputation, transformant le meilleur smartphone de l'année en le gadget le plus dangereux de l'histoire. Mais alors, qu'est-ce qui unit toutes ces histoires? En y regardant de plus près, plusieurs constantes frappantes se dégagent. Premièrement, l'arrogance. Des entreprises comme Google avec ses lunettes glaces ou Amazon avec son Fire Phone étaient persuadées de créer un produit révolutionnaire. Elles ont juste oublié de se poser la question essentielle. Les utilisateurs en avaient-ils vraiment besoin? Elles concevaient de la technologie pour la technologie, pas pour résoudre de vrais problèmes. Deuxièmement, l'erreur fatale d'arriver trop tard. Le Microsoft Zune et Windows Phone étaient, objectivement, de bons produits. Mais ils ont débarqué sur un marché où Apple et Google avaient déjà planté leur drapeau et bâti des forteresses imprenables faites d'applications et d'écosystèmes. Parfois, être le second, c'est ne rien obtenir. Mais la véritable révélation est la suivante. Beaucoup de ces échecs n'en étaient pas de véritables jusqu'au bout. Les technologies issues du flop de l'Apple Newton ont servi de base à l'iPhone et à l'iPad. L'expérience douloureuse du Virtual Boy a appris à Nintendo ce qu'il ne fallait pas faire, menant in fine au succès retentissant de la Nintendo Switch. Même le défunt Google Plus a fourni à l'entreprise des données inestimables sur les comptes, qu'elle exploite encore aujourd'hui dans tous ses services. Les échecs se sont avérés être de véritables tremplins. Ainsi, l'histoire des échecs technologiques n'est pas qu'un simple cimetière de mauvaises idées, c'est un véritable manuel regorgeant de leçons précieuses sur l'innovation, le marketing et la psychologie humaine. Des leçons qui continuent de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes du monde de la technologie. Et vous, quel échec technologique vous a le plus marqué? Aurions-nous omis certains cas emblématiques? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, nous serions ravis de vous lire.